Voilà, donc j'ai conscience du fait qu'il faut que je rattrape le temps, qu'il faut que je vous parle d'un sujet qui n'a pas du tout été évoqué. Et finalement, l'ABO, on a souvent la surprise de constater qu'il est assez mal connu des étudiants en médecine. Alors oui. C'est bon, enfin... C'est quoi, c'est celle-ci? D'accord. Okay. Donc moi, je suis le docteur Leprêtre et je suis responsable de la transfusion de l'hôpital Saint-Louis. Alors, comme vous avez pu le constater, on ne vous a pas parlé de transfusion, on ne vous a pas parlé de compatibilité ABO, Rhésus, donneur-receveur dans les précédentes présentations qui ont été faites. Et la seule chose qu'on sache, c'est que d'une manière générale, il va être nécessaire pour pouvoir réaliser une allogreffe de transfuser le patient. C'est pas vrai à 100%, mais c'est très majoritairement vrai. Et la compatibilité immunohématologique en fait, entre le donneur et le receveur ne fait pas partie des critères majeurs de choix de sélection du donneur, et donc elle est souvent découverte assez tardivement dans le processus de sélection. La règle générale, c'est que pour transfuser, il faut respecter la compatibilité entre le donneur et le receveur. Encore faut-il que celle-ci soit possible. Et on verra qu'il y a des cas où ça n'est pas le cas. Et les recommandations qui existent, elles sont partielles puisqu'elles ne répondent pas à l'ensemble des questions qui peuvent se poser. Alors, les recommandations, c'est quoi? C'est les recommandations de l'HAS de 2014 pour les rouges et 2015 pour les plaquettes. Et ces recommandations disent qu'il faut utiliser des CGR phénotypés RHKL chez le patient traité par greffe de cellules souches hématopoïétiques. Vous voyez déjà que transfuser en phénotypé RHKL, il n'est pas précisé si c'est par rapport au donneur, par rapport au receveur ou par rapport aux deux, et que la question de l'incompatibilité entre les deux n'est pas évoquée. L'irradiation, dont l'objectif est de prévenir la GVH post-transfusionnelle, elle est indiquée donc en cas d'allogreffe dès le début du conditionnement, donc au plus tard au début du conditionnement, et pendant au moins 1 an après la greffe. Donc ça veut dire, par rapport aux prescriptions qu'on peut recevoir, qu'un patient pour lequel une décision d'allogreffe a été prise n'a pas d'indication à recevoir des PSL irradiés. Cette indication, c'est au moment et au plus tard au début du conditionnement. Alors après, cette indication, elle était auparavant maintenue à vie en post-allogreffe, et désormais, les nouvelles recommandations sont seulement 1 an après la greffe. Mais ça dépend de la situation clinique du patient, de la persistance ou pas d'une GVH et d'un traitement immunosuppresseur, et ça dépend aussi du fait qu'il y ait pu y avoir initialement une irradiation corporelle totale. Donc, nous, transfuseurs, on veut pouvoir lever cette indication dans des conditions qui soient correctes, de connaissance de la situation clinique du patient. Donc, il faut songer à nous les donner. Pourquoi c'est important d'arrêter de transfuser un patient en irradié? Parce qu'aujourd'hui, on transfuse avec les culots qui nous sont donnés par les donneurs qui se présentent dans les collectes, et que quand on irradie un concentré globulaire, la conservation réglementaire de ce concentré globulaire, elle est de 14 jours et non pas de 42. Ce qui veut dire que si vous voulez maintenir un stock qui soit suffisant pour répondre aux besoins des patients, alors il faut un turnover beaucoup plus important de donneurs si votre stock dure 14 jours au lieu de 42. Donc, il y a un bénéfice collectif à ce que cette indication soit maintenue seulement quand elle est nécessaire. Il y a des recommandations de la SFGMTC donc sur la prise en charge transfusionnelle. Je ne reviendrai pas sur celle-ci, en particulier sur les seuils. Le seuil de 8 grammes admis communément en hémato est vrai pour les allogreffés, 10 000 pour les plaquettes en l'absence de facteurs de risque hémorragique surajoutés, etc., etc. Donc ça, vous avez dû déjà avoir les présentations qui vous ont permis d'avoir ces connaissances. Donc nous, on a par ailleurs des procédures internes à l'EFS et elles sont en cours d'évolution, donc je vous en touche un mot un peu plus accentué.
Donc, il n'y a pas de recommandation de l'HAS, mais l'EFS fait en sorte de mettre à disposition des produits qui soient VHE testés et VHE négatifs pour l'ensemble des produits sanguins désormais, sauf que le stock est ce qu'il est et les plasmas, pour certains d'entre eux, se conservent jusqu'à 3 ans. Donc aujourd'hui, l'ensemble des produits sanguins qui sont collectés sont désormais testés pour le VHE et sont VHE négatifs. Cette disposition, elle a lieu depuis le début de la semaine pour les rouges et les plaquettes. Et les plasmas qu'on a en stock sont valables pendant, certains d'entre eux, jusqu'à 3 ans. Donc ça veut dire qu'il faut que vous continuiez de prescrire pour les patients qui le justifient le qualificatif VHE négatif, ce qui en pratique est extrêmement rarement fait. Un patient allogreffé justifie d'un protocole VHE-. Pourquoi? Parce qu'il est plus à risque de faire d'une part une hépatite aiguë et d'autre part de chroniciser son hépatite s'il recevait du VHE. Donc les produits sanguins sont désormais tous VHE négatifs, mais la durée de conservation des produits déjà en stock justifie que vous continuiez de prescrire ce qualificatif. Alors, en pratique, on s'est posé la question de est-ce que l'indication d'irradier était levée dans le temps et c'est la raison pour laquelle, enfin, je reviens sur ce que je vous ai déjà dit, mais dans la majorité des centres français aujourd'hui, on est incapable de lever l'indication d'irradier parce qu'on ne dispose pas des informations cliniques dont on a besoin. Donc ça, c'est et du coup, les centres transfuseurs liés à des centres d'allogreffe maintiennent par excès cette indication. Donc, c'est ce que je vous ai déjà expliqué, c'est qu'il n'y a pas de risque de transfuser du coup en non irradié le patient dans la décision qui est prise, mais ça a un coût pour la société et donc il est important d'améliorer la communication entre les patients qui s'occupent des allogreffés et les centres de transfusion. Il n'y a plus, dans aucune situation clinique, d'indication à demander des produits sanguins qui soient CMV négatifs depuis que la déleucocytation des produits sanguins est généralisée et systématique. Donc, ce n'est pas la peine de nous demander des produits déleucocytés, ils le sont tous. Ce n'est pas la peine de nous demander des produits CMV négatifs parce qu'il n'y a plus de qualification CMV négatif dans les produits sanguins. Et il n'y a pas d'indication, quand on transfuse un allogreffé, à demander préférentiellement des CPA, donc les CPA étant des concentrés plaquettaires issus d'un seul donneur, plutôt que des MCP, qui sont des mélanges de couches leucoplaquettaires. Pourquoi? Parce qu'il y a une bioéquivalence des produits en termes hémostatiques et qu'aujourd'hui, la production en France, c'est 80% de MCP versus 20% de CPA. Donc, si vous demandez de manière systématique des CPA, vous vous exposez au risque que le produit ne soit pas disponible ou qu'il faille attendre pour que sa mise à disposition puisse avoir lieu. Les indications des CPA aujourd'hui en France, c'est la pédiatrie, les petits pois, parce que c'est les seuls produits qui peuvent être découpés en plusieurs produits pour adapter la dose pour les nouveau-nés. Et la deuxième indication, c'est un patient qui aurait des anti-HLA, puisqu'il y a du HLA de classe 1 sur la plaquette, et que si un patient a des anti-HLA, alors il est probable qu'il ait un mauvais rendement plaquettaire après sa transfusion. Donc, deux indications, la néonate ou la petite pédiatrie et les anti-HLA. L'allogreffe n'est pas une indication à transfuser des CPA plutôt que des MCP. Alors, dans la stratégie transfusionnelle, ce n'est pas très compliqué parce que nous, en transfusion, on est des gens assez simples et on essaye de transfuser en étant compatible entre le donneur et le receveur et on essaye de prendre en compte le fait que la greffe est un phénomène dynamique avec une expression à la fois des rouges du donneur qui va se faire avec le temps et la disparition de l'immunité du receveur qui va elle-même se faire avec le temps, alors que apparaît de manière décalée l'immunité en provenance du donneur. Ce qu'on va de manière pragmatique faire lorsque on est informé qu'une allogreffe va avoir lieu dans le mois qui suit, c'est mettre les protocoles transfusionnels entre 10 et 15 jours
avant la date de greffe, donc le protocole VHE négatif et le protocole irradié. Donc, une fois de plus, ce n'est pas la peine de demander des produits irradiés en amont de cette date. À J0 de la greffe, la carte de groupe doit être détruite et elle sera remplacée par une carte de consigne transfusionnelle. Parce que la consigne transfusionnelle, quand bien même le receveur deviendrait 100% donneur, il n'en demeurerait pas moins qu'on continuerait de respecter ce qu'il était avant et ce qu'il est devenu. Donc, il n'aura jamais une carte de groupe. Il aura toujours une carte de consigne transfusionnelle en post-allogreffe. Et cette carte de consigne transfusionnelle, elle va évoluer au fur et à mesure du temps selon les conditions dans lesquelles la greffe a été faite, à la fois du point de vue de l'ABO et du point de vue du résus. Donc ça suppose qu'il faudra faire les analyses qui nous permettront de savoir où on en est de la greffe et de l'expression des différentes lignées. Alors, d'une manière générale, on distingue 3 situations principales que sont dans l'ABO, l'incompatibilité ABO majeure, l'incompatibilité ABO mineure et la double incompatibilité. Alors, l'incompatibilité ABO majeure, on va prendre l'exemple suivant, c'est je greffe en A quelqu'un qui est O. Alors, quand on est O, on n'a pas de substance A sur ces globules rouges. En revanche, on a dans son plasma des anticorps anti-A et des anticorps anti-B. Et ce, de manière naturelle. Pourquoi? Parce que le système ABO, c'est des sucres. Et il y a des communautés antigéniques entre les sucres de l'ABO et la paroi de certaines bactéries. De telle sorte qu'un nouveau-né, donc au moment où il naît, il n'a pas d'anti-A et d'anti-B, même quand il est haut. En revanche, au décours des 6 premiers mois de la vie, le fait de sortir d'un milieu stérile, il va développer ces fameux anticorps dont on dit qu'ils sont naturels, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir été en contact avec l'antigène pour développer l'anticorps. Quand je suis haut, j'ai de l'anti-A dans mon plasma de manière naturelle. Et dans le système ABO, il n'y a pas de switch complet, c'est-à-dire qu'on a à la fois l'expression d'IgM et d'IgG à distance de l'immunisation. Donc, dans l'incompatibilité ABO majeure, on verra que le principal risque au moment de l'injection du greffon, c'est l'apport avec le greffon de globules rouges A et la lyse de ces globules rouges qui pourraient être apportés au moment de la transfusion du greffon. Dans l'incompatibilité ABO mineure, on va, dans ces cas-là, donc greffer quelqu'un de A avec un greffon O. Donc, avec le greffon O, on va lui apporter des anticorps anti-A. Et la reconnaissance antigène-anticorps chez le receveur va pouvoir induire une hémolyse au moment de l'injection. Et quand on greffe dans une situation de double incompatibilité, eh ben, on additionne les risques liés à l'incompatibilité majeure et ceux liés à l'incompatibilité mineure. Alors, est-ce que c'est fréquent de greffer dans des situations d'incompatibilité ABO? La réponse est oui, puisque finalement, ce n'est même pas un élément dont on tient compte au moment de la sélection du donneur, ou alors on en tient compte après bien d'autres critères plus importants. Donc, à peu près la moitié des greffes sont réalisées en situation d'incompatibilité ABO. Et parmi ces situations d'incompatibilité ABO, on a à peu près moitié-moitié entre les greffes en incompatibilité majeure et les greffes en incompatibilité mineure, les quelques pourcents résiduels étant l'association donc des incompatibilités majeures plus mineures, soit bidirectionnelles. Alors, j'ai essayé de vous faire un schéma simple. Donc, on a un receveur O qui va être greffé en A. Donc, si vous regardez le receveur O à gauche, donc il a des globules rouges qui n'expriment pas l'antigène A, contrairement au donneur, et il a dans son plasma de l'anti-A qui va pouvoir reconnaître, donc, au moment de l'injection du greffon, les globules rouges A apportés par le greffon. Donc, à J0, vous avez un risque d'hémolyse aiguë, donc par incompatibilité ABO, donc du risque ABO classique. Et par la suite, vous avez un risque d'érythroblastopénie persistante
tant que le titrage de l'anti-A chez le receveur ne sera pas inférieur au quart. Sachant que dans la population générale, les anticorps dans le système ABO sont environ au 32e, donc au moins 4 fois plus élevé que le titrage qui sera permissif pour la sortie des globules rouges de la moelle. Comment est-ce que on peut suivre du coup ces incompatibilités ABO majeures? Eh ben, on peut suivre chez le receveur l'anti-A, donc le titrage, pour voir de quelle manière il évolue. Donc, il faut le faire en pré-greffe et il faut le suivre en post-allogreffe. Et on peut regarder l'expression des globules rouges du donneur chez le receveur. J'étais O, je suis greffée en A. On va regarder chez moi si, du coup, je fabrique des globules rouges A. Et si j'ai arrêté de fabriquer de l'anticorps anti-A qui ne permet pas cette expression. La complication majeure de la greffe en situation d'incompatibilité majeure, c'est l'absence d'expression d'hématie du greffon. Et le diagnostic, il est fait par la persistance d'anticorps du receveur, par l'absence d'expression d'hématie du donneur, alors même que le chimérisme leucocytaire est majoritairement receveur, et il y a une dépendance transfusionnelle en concentré globulaire qui est maintenue en post-allogreffe. Donc, vous avez ce qu'on appelle la PRCA, donc la Pure Red Cell Aplasia. Quel est le traitement de cette complication de la greffe en situation d'incompatibilité ABO majeure? Les études rétrospectives montrent qu'il n'y a pas de traitement de référence. Alors, je ne sais plus si j'ai sucré ma diapo là-dessus pour être plus courte ou pas. Donc, il n'y a pas de traitement de référence qui permette de traiter pour l'instant ces PRCA. Est-ce qu'il faut vraiment traiter? La question s'est posée. Et si on devait traiter, du coup, par quoi le faire? Il y a un PHRC qui a été ouvert depuis peu, qui utilise l'anti-CD38 dans ces indications-là, dont les critères d'inclusion sont l'absence d'autres étiologies de l'aplasie comme une infection à parvovirus, la persistance d'un titrage d'anti-A, je prends toujours mon exemple avec le A, et l'absence d'hématie type donneur et la persistance du besoin transfusionnel. Et les premiers résultats montrent une efficacité importante de cette molécule, d'où l'importance de faire le diagnostic. Et pour replacer les choses dans ce qui vous a été présenté auparavant, on ne sait pas aujourd'hui finalement quels sont les facteurs de risque de cette persistance des anticorps chez le receveur. Et il est probable quand même que le conditionnement réalisé qui joue sur l'immunité du receveur soit un facteur de risque peut-être supplémentaire quand il n'est pas ablatif sur ce risque de survenue de la PRCA. Alors, sur la nature des produits et la sélection des produits à transfuser, bon, ça, c'est quand même globalement notre travail, mais on va vous donner des globules rouges ABO compatibles donneur-receveur. On va vous donner des plaquettes dont le choix sera fondé selon les titrages chez le receveur et chez le donneur. Et on vous donnera donc du plasma compatible donneur-receveur. Bon, ça donnerait ça chez un receveur O greffé en A. Alors, ce dont on s'est rendu compte quand même, c'est qu'extrêmement majoritairement en France aujourd'hui, dans tous les centres greffeurs, le titrage, dans ces situations-là, en préallogreffe, il est fait. Mais ensuite, il y a une extrême disparité dans le suivi des patients et il est il y a très peu de centres finalement qui suivent ce titrage et il y a très peu de centres qui suivent l'expression des globules rouges du donneur. Et je vous montrerai un tableau un tableau d'un article à sortir là suite aux ateliers d'harmonisation de la SFGMTC de septembre dernier. Mais il est vraiment important d'essayer de mieux suivre ces incompatibilités
aussi pour essayer de définir peut-être ce que sont les facteurs de risque de ces incompatibilités, de la persistance en fait de cette immunité chez le receveur. Et c'est vraiment l'expression des globules rouges de type donneur qui va permettre de dire que le conflit immunohémato est résolu. Donc, c'est vraiment important de le réaliser. Alors, la deuxième situation, c'est la greffe en incompatibilité ABO mineure. Alors là, quel est le risque? Donc, j'ai pris l'exemple inverse d'un receveur A qui serait greffé en O. Dans ces cas-là, vous avez donc en provenance du donneur O des anti-A qui vont être apportés par le greffon. Et ces anti-A vont pouvoir, au moment de l'injection du greffon, se fixer sur les globules rouges A du receveur et entraîner une hémolyse à J0 de la greffe. Ce risque, il est surtout, le risque initial, on verra qu'on peut déplasmatiser le greffon pour apporter moins d'anti-A, de telle sorte que ce risque soit minimisé. En revanche, il existe un risque entre J8 et J20 d'hémolyse active des hématies du receveur liée à la prolifération in vivo de lymphocytes d'origine donneur, donc chez le receveur, avec la prolifération de ces lymphocytes, il y a fabrication massive d'anti-A dans l'exemple que j'ai pris et hémolyse aiguë vers J8, J20 en post-allogreffe. Et cette complication de la greffe en situation d'incompatibilité mineure, c'est ce qu'on appelle le syndrome du lymphocyte passager, dont la complication majeure est donc l'hémolyse aiguë. Mais je vous rappelle quand même que l'ABO, ce n'est pas un système qui est restreint aux globules rouges. Il y a aussi de l'ABO sur le rein, il y a aussi de l'ABO sur le foie. Et probablement qu'une partie des anomalies du bilan hépatique ou du bilan rénal observé dans ces situations d'incompatibilité ABO mineure pourrait parfois être expliquée par un syndrome du lymphocyte passager à minima et pas toujours diagnostiqué. Alors, comment est-ce qu'on peut dépister ces situations de syndrome du lymphocyte passager? Le simple fait qu'un anticorps se fixe sur un globule rouge, ça donne ce qu'on appelle un test de Coombs positif. Et dans ces cas-là, donc, il faut absolument penser chez les patients qui sont greffés en situation d'incompatibilité ABO mineure à leur demander un test de Coombs. Et ensuite, on va faire une élution. Donc, l'élution, c'est décrocher les globules rouges collés sur les anticorps fixés sur les globules rouges et regarder ce contre quoi ils sont dirigés. Et c'est ce qui permettra de faire le diagnostic de syndrome du lymphocyte passager, sauf si l'hémolyse des globules rouges du receveur a été tellement massive que le test de Coombs est négatif. C'est un peu l'élément limitant. Alors, pourquoi c'est important de le faire? Parce que ça permet de faire le diagnostic de la nature de l'hémolyse. Et puis surtout, ça permet aussi de savoir qu'une fois que tous les globules rouges d'origine receveur ont été détruits, l'hémolyse va s'arrêter. Et qu'il n'y a pas d'indication à traiter, par exemple, comme une anémie hémolytique auto-immune post-allo. Alors, on peut prévenir ce syndrome. Comment est-ce qu'on peut le prévenir? On peut le prévenir en transfusant le receveur dans l'ABO du donneur dès avant la greffe. Je suis A, je vais être greffé en O. On peut me transfuser en concentré globulaire O avant la greffe, ce qui va permettre non pas de prévenir complètement le syndrome du lymphocyte passager, mais de faire en sorte que le contingent de globules rouges à détruire présent chez le receveur soit plus faible, de telle sorte que les conséquences de l'hémolyse et de l'anémie seront plus faibles. Donc, on essaye de mettre ces protocoles en place pour permettre que ces patients aient les conséquences les moins importantes en post-allogreffe. Et il faut absolument penser à ce diagnostic devant toute hémolyse chez un patient greffé en situation d'incompatibilité mineure entre J7 et J20 en nous demandant un test de Coombs ou en nous alertant sur le fait qu'il y ait une hémolyse pour qu'on puisse faire les examens adaptés.
Et la résolution, il y a une résolution spontanée de ce syndrome, une fois de plus, dès lors que les globules rouges ont disparu, même si, comme je vous l'ai dit, la présence des substances dans le système ABO hors globules rouges rend probable qu'il puisse y avoir des atteintes hépatiques et rénales en particulier, un peu plus longues dans ce contexte. Bon, voilà, ça c'est ce qu'on vous donnera. Enfin bon, ça n'a pas... on vous donnera des CGR compatibles entre donneur et receveur, et les plaquettes, on les choisira une fois de plus en fonction du titrage, et on vous donnera le plasma compatible donneur-receveur. Alors, juste pour revenir sur ce suivi du test de Coombs dans les différents centres, il est quasiment jamais fait de manière systématique. On essaye de le faire à Saint-Louis au moins une fois par semaine pendant les 2 semaines entre J8 et J20. Et il est très probable qu'on sous-diagnostique certains syndromes mineurs du lymphocyte passager et que certaines qui lui-même est plus fréquent lorsque la prise de greffe est rapide, qu'il y a une GVH aiguë importante. Donc, probablement, une fois de plus, que faire la part des choses dans une atteinte hépatique chez un patient qui a une GVH aiguë dans une situation d'incompatibilité ABO mineure, il y a probablement une part de syndrome du lymphocyte passager. Et on ne connaît pas bien aujourd'hui les facteurs de risque de survenue de ce syndrome du lymphocyte passager et peut-être le titrage initial chez le donneur élevé qui marque une immunité dans ce système-là importante devrait orienter vers un meilleur suivi de ces patients et peut-être dépister un risque plus élevé. Alors, je voudrais vous parler de phénotyper Rhésusquel, vous dire que donc phénotyper, quand vous demandez des produits sanguins, enfin des globulaires, pardon, phénotypés, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va respecter les 5 premiers antigènes du système Rhésus et le premier antigène du système KEM. Donc, par rapport au nombre de systèmes antigéniques qui existent, ça n'est qu'une notion relative. Et vous allez nous demander du phénotypé Rhésusquel. Mais une fois de plus, est-ce que ça veut dire que c'est phénotypé par rapport au donneur, au receveur ou à l'ensemble du couple donneur-receveur? D'une manière générale, on va plutôt vous donner quelque chose qui soit phénotypé par rapport au donneur, considérant qu'il est plus immunocompétent que le receveur qui a eu un traitement, enfin un conditionnement alors dont les caractéristiques peuvent être variables, mais enfin en tout cas qui ont visé quand même à altérer son immunité. Mais on ne pourra pas toujours respecter le couple donneur-receveur. Je vais essayer de vous montrer 1 ou 2 diapos pour vous faire comprendre la difficulté dans laquelle on peut être parfois. Et il pourra être important de faire ce qu'on appelle le chimérisme érythrocytaire, c'est-à-dire l'expression des globules rouges chez le receveur pour savoir ce qui circule, pour savoir ce qui est fabriqué, pour qu'on puisse transfuser de la même manière que ce qui est fabriqué. Alors, je ne vais pas vous refaire le système Rhésus, mais on s'est posé la question de la manière dont il fallait transfuser les patients quand il y a une incompatibilité dans le système Rhésus. Donc, l'exemple, c'est celui d'un patient qui est D+, et qui est grand C+, et petit C-, ce qui est un phénotype fréquent, et qui doit être allogreffé avec un donneur qui est D négatif, grand C- et petit C+. Vous voyez bien dans ces cas-là que vous ne pouvez pas respecter, soit vous apportez du petit c, qui est un antigène extrêmement immunogène, à quelqu'un qui n'a pas l'antigène petit c, soit vous apportez l'antigène grand D à quelqu'un qui ne l'a pas, et vous savez bien aussi que l'antigène D est un antigène extrêmement immunogène. Donc, soit vous décidez de transfuser le receveur qui est à gauche avec des globules rouges comme le donneur qui est à droite, et vous allez prendre le risque de faire fabriquer un anti-petit c. Soit vous dites, je vais transfuser comme le receveur est, alors même qu'il va exprimer un greffon qui sera D négatif. Donc, j'apporte du D positif à quelqu'un qui va exprimer un greffon D négatif. Et dans ces cas-là, je prends le risque de lui faire fabriquer
un anti-D, que le greffon fabrique un anti-D. Donc, dans ces situations d'incompatibilité où il n'est pas possible de respecter à la fois le phénotype du donneur et du receveur, on privilégie, ce sont les recommandations, le fait de transfuser comme le donneur. Et ça, 100% des centres greffeurs en France font comme ça. Après, il y a une deuxième situation. Alors après, juste pour finir sur ce point, il n'y a pas d'études aujourd'hui qui disent est-ce que finalement, quand on a respecté uniquement le phénotype du donneur parce qu'on n'avait pas le choix, est-ce que finalement, les receveurs se sont allo-immunisés? Il n'y a pas d'études qui permettent de répondre à cette question. Et on est en train de reprendre à Saint-Louis toute la cohorte depuis 2013 de ces situations d'incompatibilité totale dans le système Rhésus pour voir si ces patients s'allo-immunisent. Et il est très probable qu'ils s'allo-immunisent extrêmement peu. Et ça, ce serait une donnée qui permettrait de répondre à la question suivante. La question suivante, c'est vous avez un donneur et un receveur dont vous pouvez respecter la compatibilité entre les deux. Donc, ils sont différents, mais vous pouvez respecter la compatibilité. Donc, vous avez à gauche un donneur qui serait grand C-, donc qui n'a pas l'antigène grand C sur ses globules rouges, et qui va être greffé avec un donneur qui est grand C+. Le receveur, lui, il est grand E+, et le donneur, il est grand E-. Donc, je vous ai fait un schéma de globules rouges en dessous. Si vous voulez transfuser en compatible entre ce donneur et ce receveur, vous pouvez donner ni du grand C, ni du grand E. Donc, vous pouvez donner du D+, petit c, petit c, petit e, petit e. Ces culots-là, c'est des culots qui sont extrêmement précieux pour les drépanocytaires parce qu'ils sont plus fréquents dans la population noire. Et ces culots-là, on ne va jamais les irradier. Pourquoi? Parce qu'on en a besoin pour les drépanocytaires. Donc, l'alternative, c'est de donner du coup des culots qui sont D négatifs. Comme les allogreffés sont transfusés plus fréquemment en haut, puisqu'il faut être compatible en ABO, donneur et receveur, on va induire une surconsommation de ces concentrés globulaires O négatifs pour un receveur qui était D+, et qui est greffé en D+. Alors même qu'il est probable que le risque d'allo-immunisation du receveur soit faible, parce qu'il est sous immunosuppression, il a été immunosupprimé. Donc, aujourd'hui, on essaye de voir s'il ne serait pas possible, dans ces cas-là, de ne respecter que le phénotype du donneur pour préserver une ressource rare qui est le culot O négatif dont on a besoin pour la transfusion en urgence vitale et pour les patients, pour les femmes jeunes en particulier avec un avenir obstétrical. Je vous parle de la RAI parce qu'elle est réglementaire. Oui, c'est mon avant-dernière diapo. La RAI, elle est compliquée, essentiellement parce qu'on n'en a pas parlé depuis ce matin, quand il s'agit d'allogreffer un drépanocytaire. Le drépanocytaire, il a souvent, d'une part, un sang rare, enfin plus fréquemment que la population générale, des antécédents transfusionnels récents, avec une immunisation qui est plus souvent présente. Et donc voilà, la question de la RAI, elle est surtout importante pour le drépanocytaire. Et on peut être amené en plus à greffer avec un greffon qui exprime l'antigène contre lequel l'anticorps est présent. Ma dernière diapo, c'est ce qui a été établi au décours des ateliers de septembre de la SFGMTC sur ce que devrait être le suivi immunohématologique de l'allogreffé avec les différents examens à faire selon les différentes situations d'incompatibilité ou pas, à la fois dans l'ABO, dans le système Rhésus et en cas d'allo-immunisation antérieure à l'allogreffe dirigée contre le greffon. Je vous remercie. Merci. C'est pas simple hein, quand même. Question. Puis on peut enchaîner sur les questions globales après, si vous le souhaitez. J'ai une question pour les incompatibilités mineures. On disait qu'avant, on faisait du métaux en prophylaxie pour limiter ça. Je ne sais pas si c'est encore valable. C'est vrai que c'est un truc qu'on ne fait plus tellement maintenant. C'est plus fait. Et effectivement, il était défini qu'en cas d'utilisation du méthotrexate,
le syndrome du lymphocyte passager était moins fréquent. Et il est plus fréquent aussi avec l'utilisation des CSP qu'avec la moelle osseuse. Et donc, dans les recommandations, vous ne recommandez pas de mettre du métaux en cas de… Non, parce que là, d'abord, c'est quand même d'une part, une complication extrêmement rare, probablement, même si une fois de plus, il est probable qu'il y ait une sous-estimation. Et puis finalement, même si ça donne une hyperhémolyse, c'est la seule c'est une conséquence aiguë, prévisible, qu'on peut pour partie prévenir et qui, si elle est bien gérée en termes d'hyperhydratation et tout ça, va être spontanément résolutif, quoi. Il n'y a pas d'incidence ni sur la survie, ni sur le rejet, voilà. Donc, si je peux me permettre d'intervenir sur ce sujet-là, finalement, je ne savais pas que ça s'appelait le syndrome du lymphocyte passager, c'est un joli nom. On l'avait décrit à la fin des années 90 quand on est passé au CSP. C'est à ce moment-là qu'on avait donné les recommandations d'utiliser du méthotrexate devant les grosses catastrophes que l'on avait constatées. Et en fait, cette recommandation est tombée par elle-même à partir du moment où on a utilisé le sérum antilymphocytaire. On ne l'a plus jamais vu, nous, quand on a utilisé du sérum antilymphocytaire en pré-greffe. Avez-vous mené ce genre d'études pour savoir s'il y avait un effet protectif dans ces situations? C'est ce qu'on voudrait, en suivant un peu mieux et en essayant de diagnostiquer de manière un peu plus fine les différents syndromes du lymphocyte passager, on aimerait bien revenir effectivement aux thérapeutiques qui ont été utilisées auparavant, mais une fois de plus, on est régulièrement appelé sur des hyperhémolyses AJ8 avec un diagnostic qui n'est pas fait. Les internes. Merci. J'ai une question, c'est pas très clair pour moi, c'est peut-être pour d'autres, c'est la différence entre les anticorps anti-HLA qu'on développe suite aux transfusions et les DSA qu'on recherche avant de sélectionner un donneur. De nature, tu veux dire, ou Est-ce qu'ils se croisent? Est-ce que c'est les mêmes? Oui, pour ce qui est des anticorps dans la classe 1. Nous, en transfusion, après, la technique de dépistage et d'identification est la même dans chacun des deux objectifs. Après, c'est les cut-offs qui ne sont pas forcément les mêmes. En transfusion, on va respecter des anticorps dont le titre sera en Luminex plus élevé, avec des scores qui seront… pour qu'il y ait une absence de rendement, il faut probablement que ce soit des anticorps qui soient à des titres plus élevés. Et on va aussi parfois regarder si ce sont des anticorps qui fixent ou pas le C1Q, avec l'idée que chez quelqu'un qui est polyimmunisé et qui pourrait se retrouver en situation d'impasse transfusionnelle, on regarde parmi le spectre d'anti-HLA qu'il exprime, ceux qui fixent le C1Q et qui, du coup, seraient in vivo plus significatifs d'un point de vue clinique pour donner une absence de rendement. Mais c'est les mêmes, oui, c'est les mêmes anticorps. À part que c'est que la classe 1 pour la plaquette. Vous n'avez pas trop évoqué des érythrocytations et des plasmatisations. Non. En particulier parce qu'on utilise beaucoup les CSP aujourd'hui et donc on nous dit qu'on ne peut pas le faire parce qu'on perd des cellules si on nettoie le greffon. Quelle est votre expérience avec ça? Là, il y a eu des présentations qui ont été faites au conseil scientifique de la SFGMTC. La déplasmatisation, on ne perd pas de cellules. On centrifuge, on enlève le surnageant, donc ça, ce n'est pas un problème. La désérythrocytation, on a longtemps pensé qu'on perdait des CD34 et puis il se trouve qu'il y a une technologie qui est en train de disparaître avec des automates que sont les COB en thérapie cellulaire qui permettront plus en fait de faire les techniques qui étaient mises en place. Bref, donc il y a des validations de méthodes qui sont en cours sur les différentes thérapies cellulaires et qui tentent à montrer qu'on pourrait désormais désérythrocyter sans perdre tant que ça de CD34. Après, on s'est posé la question et là… Oui, pareil, et il se trouve que par ailleurs, on a besoin de désérythrocyter aujourd'hui seulement la moelle, puisque l'hématocrite résiduelle des CSP est de toute façon assez faible. Au-delà de ça, on s'est posé la question justement essentiellement, et on est en train de travailler là-dessus, dans l'allogreffe chez le drépanocytaire.
avec des immunisations antérieures. Est-ce que malgré tout, est-ce que ça sert à quelque chose des érythrocytés sur le risque de réactivation? Est-ce que finalement, de toute façon, il y a des rouges résiduels, donc est-ce que ça a du sens sur la réactivation de des érythrocytés de manière préventive? Et peut-être que ce n'est pas pareil d'ailleurs, selon que la RAI est négative ou qu'elle est encore positive au moment de la greffe. Enfin voilà, mais en tout cas, il semble, c'est des nouvelles techniques de désérythrocytation qui n'aboutissent pas à la perte de CD34. Juste une deuxième question, est-ce que vous avez observé des modifications avec l'utilisation de l'endoxan post-greffe sur justement ces phénomènes d'hémolyse et le syndrome de lymphocyte passager? Bah ça, il faudrait qu'on puisse mieux travailler dessus. Voilà, on va reprendre, enfin une fois de plus, hein, dès lors que les choses ne sont pas diagnostiquées, c'est difficile de savoir quels sont les facteurs de risque et les modifications de pratique qui influent sur ces diagnostics. Et donc, vous avez dit que la seule indication vraiment de demander un CPA, c'était d'avoir un patient donc, qui est immunisé avec des anticorps anti-HLA. Quand on ne trouve pas de CPA parfaitement compatible, est-ce qu'à ce moment-là, il vaut mieux donner un culot uniforme et qui risque d'être détruit uniformément, ou est-ce qu'il vaut mieux préférer un mélange de concentrés pour épargner, on va dire, le stock de CPA compatible? Alors, il vaut mieux ne pas transfuser si le patient ne saigne pas. Enfin, je veux dire, si on est sur du préventif, sur une aplasie médulaire, voilà, les recommandations sont dans ces cas-là, s'il n'y a pas de produit HLA compatible, de ne pas transfuser. Chez un patient hémorragique, la question est plus compliquée. Donc là, il y a le C1Q comme possibilité pour essayer de voir en fait si on peut élargir la population des donneurs potentiels. Après, chez un patient qui saigne, nous, ce qu'on fait, c'est essentiellement transfuser massivement, c'est-à-dire transfuser 3 fois dans le nictémère une dose correcte pour le poids en MCP ou CPA, parce que là, personne n'est capable de dire si y a une différence entre les deux types de produits. Mais ce qui est probable, c'est qu'on arrive quand même à bypasser l'anticorps en transfusant de manière massive pendant 48 heures. Et ça, les transfuseurs vous suivront, même si le stock n'est pas terrible, pour transfuser voilà, sur 48 heures et voir ce qui se passe. Parce qu'il est probable de toute façon qu'on arrive comme ça au moins à faire l'hémostase. À défaut d'avoir un rendement, on est capable de faire l'hémostase. Voilà. Après, on s'était posé la question, l'IDES, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette molécule, qui est une endopeptidase en fait, qui clive le fragment FC, qui a été, enfin, il y a eu des publications dans le New England et puis il y a eu un case report à l'ASH sur l'utilisation de cette endopeptidase chez des patients en impasse transfusionnelle pour permettre d'avoir un rendement plaquettaire. Mais bon, ça semble pas, enfin, ça semble n'être utile que pour un besoin transfusionnel ponctuel et pas au long cours comme ce dont on pourrait avoir besoin dans l'allogreffe. Merci. Bon, d'autres questions? Merci. Des questions plus générales sur ce qui s'est passé ce matin, ou c'est questions ou manger, il faut choisir. Juste pour revenir sur les transfusions, vous n'avez pas parlé du MabThera prophylactique pour les incompates ABO majeurs. Est-ce qu'il y a une place ou pas? Les publications qui sont un peu anciennes, je ne sais plus qui a posé la question, mais ça n'a pas montré d'efficacité. Le Ritux n'a pas. Les échanges plasmatiques, le Ritux, tout ça, ça ne marche pas dans la compatibilité ABO majeure. Par contre, l'anti-CD38, oui, là, il a l'air d'être efficace avec une seule dose et une sortie des rouges dans les 15 jours qui suivent l'injection. Mais une fois de plus, encore faut-il faire le diagnostic. Donc, demander les titrages et étiqueter bien les anémies post-allo.